Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà dans un nouvel épisode de N1, le podcast NBA et WNBA. Et aujourd'hui, on est deux avec Yaya, et on vous expliquera pourquoi après. On est deux avec Yaya pour vous parler des demi-finales de conférences qui se sont terminées là sur la fin de la semaine et le début du week-end. Et on va un peu débriefer tout ça ensemble. Salut Yaya, comment tu vas? Bah moi ça va en pleine forme, écoute, mieux que certains visiblement, mais bon, hein, si on est, comme disait Elton John: «I'm still standing», je suis le seul. Et oui, et nous sommes là tous les deux parce que bon, pour donner un peu de nouvelles à nos auditeurs et aux auditrices, nous, on n'a plus de nouvelles de Chris. Donc, on pense depuis la défaite, que dis-je, la défaite, le sweep des Lakers, on pense que Chris est parti, dans genre en Bretagne, faire quelques incantations, parmi les menhirs pour pas que LeBron arrête sa carrière sur ce sweep-là. Donc, si jamais vous croisez quelqu'un qui erre dans la lande bretonne, ça sera Chris. Surtout, laissez-le. Cet homme peut être dangereux si on lui parle des Lakers en ce moment, donc surtout ne lui parlez pas. Laissez-le faire ses incantations. Exactement, exactement et tu vois? Et il est à 2 doigts de reprendre le groupe de rap des années 90, Mano, pour les chanter dans la vallée de Dada. Bon, et on n'a pas de nouvelles de Chris non plus, mais ça, bon, ça, De on s'y Tom, Tom, attendait. Tom! De Tom, oui, pardon, de Tom, oui, oui. Tom, lui, il est parti dans la montagne, lui. Et à Grenoble, il est parti dans la montagne, il est parti hurler son désespoir. Donc C'est voilà. pour Donc ça on les qu'il c'est retrouvera. pour ça qu'il fait c'est pour ça qu'il fait pas beau, en fait, en ce moment, et il a tellement crié qu'il a fait venir la pluie. Ouais. On espère qu'on les retrouvera quand même, notamment pour le pod de WNBA le pod de WNBA de milieu de semaine, puisque vous le savez, la saison a repris et les pods aussi de WNBA ont repris. Donc on vous retrouvera chaque milieu de semaine pour parler de WNBA avec Chris et Tom et Elliot quand il sera disponible. Donc voilà. Bon, nous, on repasse un peu aux choses sérieuses parce qu'il y a quand même des équipes, hein, qui ont performé. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par, la conférence Est. Le Ouais. match entre New York et Philadelphie, bon, il y a pas eu de suspense non plus, hein. New York a sweepé Philadelphie, 4 matchs maîtrisés, 4 matchs où les New-Yorkais ont largement dominé, les Knicks, les Sixers, Les pardon. On Sixers, a ouais. vu on a vu que bon, Jalen Brunson, égal à lui-même, hyper efficace, sur les 3 premiers matchs. Le match 4, c'est un peu plus anecdotique parce que ça a vraiment été, ça a été une pluie qui est tombée sur Philadelphie, notamment une pluie de 3 points. Mais, Ouais. voilà. Qu'est-ce que toi tu retiens de la victoire de New York? Pas grand-chose à vrai dire. Hem, Ils sont un peu sur la continuité de ce qu'ils avaient montré au premier tour. Hem, Mo En fait, ils ont fait une série sérieuse. C'est-à-dire que, sûrs de leur force, ils ont montré où ils étaient forts, ils ont masqué quelques faiblesses et surtout, ils ont puni, Philadelphie là où ça faisait mal et je trouve que c'est ça qui est plutôt intéressant pour la suite et après, bah, effectivement, tu l'as dit, le match 4, c'est une pluie d'adresse, 25-3 points, c'est un co-record, NBA, mais c'était un garbage time de, plus d'un quart temps, quoi. Hem, Là-dessus, hem, bon, moi, je sais pas encore quel est le vrai niveau des Knicks parce que, hem, Philly, était trop limité, encore pour pouvoir, il y aurait eu un Joel Embiid à 100. Je sais pas ce que ça aurait pas donné ce score-là. Derrière, il y a beaucoup de choses. On va reparler de Philadelphie, mais je les ai trouvés, dans un ton en dessous et New York a réussi à ne pas se faire surprendre. C'est ça surtout. Ils se sont pas fait surprendre par toutes les tentatives de Philadelphie. Ouais, et puis, moi, ce que je trouve, qu'on peut noter quand même sur cette série-là et même sur le début des playoffs de New York, d'abord, c'est qu'ils sont sérieux. C'est-à-dire qu'il y a pas de chute de tension comme on avait pu voir, sur les années précédentes où ils lâchaient un match. Même, tu vois, le match, c'est le match 2 où c'est un peu plus serré. Je pense que sur, les années précédentes, ce match-là, ils auraient pu éventuellement le lâcher. Ils auraient pu avec, 2 étourdis
de Karl Anthony Towns, une balle perdue de Bronson et ils auraient pu se le faire attraper celui-là. Là, ils ont été sérieux, ils ont Ouais. fini le match comme il fallait. Je trouve aussi que l'utilisation du banc cette année que fait Mike Brown, évidemment, a aussi un impact. Oui, on l'a dit, hein, sur le match 4, j'ai un Matt Bright, je pense qu'il voyait le panier comme une bassine, hein, parce que, on a Et l'impression qu'il prenait la balle, il il la était pas lançait sur en le l'air, ça banc, hein. tombe dedans. Non, Il non, était pas s il était pas sur le banc. Il remplaçait Ouais, Anunoby sur le ouais. c'est quand même un joueur de banc qu'il a régulièrement fait jouer, qui fait que quand il arrive dans le 5, contrairement à ce qui se passait avec Thibodeau, quand les mecs, ils arrivaient, ils avaient tellement peu joué dans le 5 qu'ils savaient même pas où se placer. Là, au moins, les systèmes sont un peu plus simples, un peu plus clairs. Le fait Alors, qu'il ait un peu réorienté le jeu, un peu plus sur du passing game, un peu moins sur de l'ISO, 100% Bronson mmh, avec un peu plus un Karl Anthony Towns à la distribution, fait aussi que les autres joueurs, je trouve, enfin, moi, c'est ma perception, que les autres joueurs se trouvent mieux dans le jeu de New York et ça leur permet de mieux exploiter leurs talents. ouais, mais complètement. Mais en fait, le truc, c'est que, je pense que Mike Brown, l'a travaillé toute l'année, mais l'a caché. En se Ouais, disant: on va attendre les playoffs pour sortir notre vrai jeu» et il a montré par bribes, sur la saison et avec, un Karl Anthony Towns en tête de raquette qui est un peu, ce que tu avais appelé garde triage. Moi j'appelle ça un hub avec, Mikal Bridges et OG Anunoby qui font des coupes, qui ouais, font des coupes. un Bridges qu'on a retrouvé à un très bon niveau, sur ces playoffs, hein. Beh, parce que il est pas dans un rôle de créateur. Il coupe, il défend, il coupe, il shoot à 3 points. Voilà ce qu'on lui demande, comme Hart, comme, Anunoby. Donc voilà et avec, Jalen Brunson qui gravite, qui va chercher des écrans pour sortir et pour McBride, il a été blessé en une grosse partie de la fin de saison et Ouais, du coup, il s'est régénéré et je trouve que c'est plutôt pas mal et sur les lignes arrière, il y a aussi un côté next man up, avec, Clarkson qui est une utilisation un peu en dents de scie et également un Landry Shamet qui est là pour shooter exclusivement et ouais. qui fait son taf. Plus Et un Robinson qui fait ce qu'il sait faire, ce qu'on l'a voilà, toujours c'est vu ce que j'allais faire et dire voilà. et voilà. Après c'est au détriment de nos 2 Français qui jouent que dans les garbage time, mais Ouais, ils peuvent sortir à tout moment et je serais pas étonné qu'ils sortent en fonction des match-up. ouais, Enfin je suis d'accord avec surtout toi. Mo Diawara. Dadier, il va pas Oui, jouer, parce que Pacom, il a quasiment pas joué, donc il y a peu de chances qu'il le fasse sortir là. Mais Diawara sur une mission de 2, 3, 4, 5 minutes. En plus, on sait que de toute façon, il a pas peur. S'il a un shoot ouvert, il le prendra. ouais, C'est un mec qui a prouvé qu'il était capable, de rentrer dans la rotation et d'apporter même sur des temps courts, de l'énergie en défense. Il défend sur plusieurs postes, donc oui, moi je pense que tous. tout est pas fermé pour lui, ouais. Mais maintenant, tu sais, c'est un peu la tendance, quand tu es meneur, tu dois pouvoir défendre sur 4 positions et quand tu es, ailier, tu dois pouvoir défendre sur 5 positions. C'est ce que Mmh. recherchent maintenant, les scouts, NBA. Mmh. Bon, si on parlait un peu de Philly. Ouais, ça Bon, sent la fin de c'est cycle, hein, quand même, hein. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Ils sont, ouverts quand même, quelques belles perspectives avec ils ont trouvé leur traction arrière. Maintenant, il va falloir reconstruire, l'intérieur. Paul George, c'est pas l'avenir, même s'il va être encore sous contrat de mémoire. Mais, le problème, c'est Joel Embiid, hein. Tu traînes un boulet, est-ce qu'ils vont le trader? Est-ce qu'ils vont, et est-ce qu'ils vont trouver un partenaire pour le trade? C'est et la ouais. question, ça va être dessous, en fait. Mais le problème, c'est que tu as un joueur comme ça, il est tellement fort que tu as envie de le garder parce que tu te dis: «Si on revient à 100 mais il reviendra jamais à 100. Est-ce qu'on a déjà vu Joel Embiid à 100% dans une série de playoffs vraiment? Dans une série, je parle pas sur l'intégralité d'une année de playoffs, alors on l'a déjà vu quelquefois très fort sur une courte période, une petite série, mais est-ce qu'on l'a déjà vu porter l'équipe de Philly sur ses épaules comme on peut s'y attendre, sur une série de playoffs complets où on se dit: «Ah ouais, vraiment, OK,
c'est le joueur iconique de la franchise et c'est lui qui va les amener au titre. Est-ce que à un moment, c'est dit ça depuis le début de carrière de Joel Embiid? Bah, 2018-2019, c'était ça. 2019, ils sont à un shoot qui fait 3 rebonds sur le cercle d'éliminer Toronto, hein, Ouais, et il faisait ça et depuis, il a fait une saison régulière à fond. Il a été MVP. Derrière, il est sur les rotules et voilà. Moi, je pense que le problème, c'est que c'est pas un joueur de enfin, il a pas le corps d'un joueur de basket. mmh, C'est pas un joueur de basket. Faut pas oublier qu'à la base, il devait arriver à l'INSEP en France pour jouer au volley, hein. ouais. Donc, si tu veux prendre des coups, tout ça, je suis pas sûr que s'il soit, fait pour ça, même si je trouve qu'il est tellement talentueux, mais je pense que son corps n'est pas fait pour ce sport. Et tout à l'heure, quand tu disais, bah, c'est genre, il faut peut-être reconstruire un peu, affiner tout ça et Ouais, éventuellement, mettre en place des trades. Il y a, il y avait une étude qui a été faite sur la saison régulière, sur les pires contrats de la NBA. Sur les 5 pires contrats de la NBA, il y en a 2 de Philly qui sont dans les 3 pires contrats. ouais. Et c'est Paul George et Joel Embiid. Ça, comment à un moment avec des mecs qui sont à 50 ou 60 millions de dollars par an, avec ce qu'ils produisent, comment tu peux essayer à part si tu mets ils ont intérêt de se dépêcher parce qu'avec avec les nouvelles règles où tu vas pas pouvoir, atteler des chariots de pick de draft derrière tes joueurs, ça va être compliqué quand tu vas proposer des contrats des contrats comme ça à des franchises en disant: Là, vous me prenez Embiid, je peux vous attacher que un ou 2 pics de draft maximum. C'est quelle franchise qui prend ça? Beh, voilà. Tu as tout compris. Beh, c'est le problème quand tu as un GM qui est un gambler, quoi. Mmh. Moi, je suis pas enfin, je vois pas comment ils peuvent avancer. Oui, il faut faire des trades. Moi, je pense que ça va être avec d'autres joueurs, des jou à côté. Faire des paris sur des joueurs où ils ont vu du potentiel, mais qui ont pas encore explosé et les faire jouer. Ouais et essayer de reconstruire autour de Maxey. Après on se dit: «Bon Maxey il fait pas une série extraordinaire, contre New York effectivement, ses stats sont pas géniales». Mais quand tu joues contre Philly, tu sais que tu as 1 joueur et demi à défendre, qui sont, Maxey et Embiid et je dis 1,5 parce que, on sait que Embiid, il a joué sur une jambe. Derrière, genre Paul George, il fait absolument pas ce qu'on peut attendre de lui. Kelly Oubre, c'est hyper irrégulier. I Vijay Scombe, bah, on peut pas demander à un rookie, à un moment, de porter la franchise, voilà et même sur son année 2. Alors moi, je lui souhaite, hein, sur l'année 2 que ça soit qu'il soit sur l'année 2 au niveau de Stephen Cassell, ça sera super pour lui, mais Pourquoi pas? on n'en est pas encore complètement certain. Ça va être compliqué quand même parce que là sur la série, je veux dire, ils ont pas proposé grand chose et c'est pas pour remettre un peu d'huile sur le feu, mais quand tu penses que cette équipe de Philly là a sorti Boston au premier tour, on peut quand même s'interroger sur le vrai niveau de Boston en saison, sur le vrai niveau de Boston sur ces playoffs, parce qu'ils se sont quand même fait sortir par une très faible équipe de de Philly sur ce qu'on a vu contre New York. Ou alors, c'est que New York est vraiment une équipe, extraordinaire. Mais sinon, Non. Alors moi, tu je vas me pense que parler tu vas me parler de match-up, je veux bien, mais quand ouais, même, bah, oui. honnêtement, genre tu as pas le droit de perdre contre une équipe comme Philly en ce moment, quand tu t'appelles Boston. Alors comment te mon c'est construction d'équipe. Comment dire ça de manière je pense que Boston, ils ont gagné leur titre, tout le monde a mis en avant Brad Stevens, mais c'est Danny Ainge, en fait, qui a construit cette équipe, puisque c'est grâce à un vol organisé, de Brooklyn, où tu as récupéré je sais pas combien de premiers tours de draft sur des décennies et regarde maintenant depuis, ils ont fait venir Porzingis, ils ont fait venir, Jrue Holiday, mais maintenant, ils ont Et prolongé Giroud, ils l'ont fait repartir. ouais, parce qu'à cause de à cause des contrats à re-signer,
de Jaylen Brown et Jason Mmh. Tatum. Et que tu es obligé de signer au supermax, mais que tu peux pas garder les 2. Mmh. Et en fait, à pas choisir, bah, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau. Donc, là, va y avoir des vraies décisions du côté de Boston, mais, il va falloir effectivement reconstruire l'intérieur et peut-être repenser la philosophie de jeu qui, où, le all shoot à 3 points, Ça a ses bah, limites. Ça a ses limites. voilà, tout à fait. Et en fait, c'est le problème, c'est que ce qui marche une saison, 2 saisons, ne marche peut-être pas après et il faut être capable d'a de sentir quand tu es GM la future tendance. Ils ont Mmh. mis cette tendance en fait, ils ont poussé la tendance au maximum du positionless, mais il leur a manqué un truc et notamment en rim protector en fait. Ce qui leur a manqué, Ouais, c'est et un big man stopper. C'est ça en fait qui manque. Il manque, tu vois, ne serait-ce qu'un Mitchell Robinson. Ils auraient eu un bien Mitchell sûr. Robinson, voilà. Mais le problème, c'est que quand tu dois payer 2 joueurs à 60 millions, bah, ton cap, il y a plus de place après. Ouais. Il faut trouver le bon jeune à développer à l'intérieur. C'est ce qu'ils ont un peu Ouais, essayé de faire, c'est ce qu'ils essayent de faire avec, Keita? avec Keita, mais bah, cette année, c'était trop juste. Si on en revient à Philly, Ouais. bon, on est d'accord que Philly, en l'état, et à un moment, il faut peut-être appuyer sur le bouton rouge et essayer de recommencer quelque chose parce que avec la structure qu'ils ont aujourd'hui, ils sont beaucoup trop limités pour essayer de refaire une saison avec Embiid, Paul George, avec l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Je veux dire, Bah, de toute façon les mêmes causes feront les mêmes effets, non? ouais, mais en fait, tu t'en débarrasses comment? Parce que personne va vouloir du contrat d'Embiid, personne va vouloir du contrat de Paul George. Ou alors, il va falloir que tu mettes à côté des choses qui vont être attractives pour une équipe qui va absorber le contrat. Mais je vois Ouais, pas au je ou vois alors en fait, tu les coupes et tu les amortis sur 10 ans. ouais, mais tu enfin, Ah bah, tu pars avec un cap qui est déjà bien plombé, mais est-ce qu'il vaut mieux pas, faire ça que de se traîner encore, 2 ou 3 ans, ou alors tu dis que tu sors le tank et que tu pars à la loterie? oui, mais enfin, Mais la il faut loterie, elle va changer, donc ça va être plus compliqué maintenant de sortir le tank et voilà. d'essayer de récupérer un haut pic de draft à la loterie, donc ça va être beaucoup plus Oui aléatoire. et puis même, ils ont essayé, regarde. Ils ont jamais dépassé le deuxième tour de play-off. Ouais. Attends, le process, c'était ça. Ils ont fait de l'ultra tanking pendant des années. Ça a pas marché. Et ce qui a marché à OKC, mais n'a pas marché chez eux. Oui, parce que, on peut dire quand même que leur choix de draft, alors Embiid, oui, évidemment Embiid, de toute façon tu l'as à la draft, tu le prends, je comprends le pari qu'ils ont fait sur Embiid, mais c'était déjà un pari parce que si on se rappelle la première année, Embiid, il joue pas du tout, hein. Il est Non, déjà blessé sur sa les 2 les 2 premières années premières, en ouais, les 2 premières années. ouais, Ouais, il ouais. avait un problème au Après, pied. ouais, après ils prennent Markelle Fultz et Ben Simmons. On peut pas dire que ça a été des vraies réussites sur leur choix de draft non plus, hein. Donc bon, Ah mais ils sont on en peut train, même aller avant, hein, avant, il y a Jahlil Okafor ouais. qui fait une très bonne saison rookie, mais qui derrière n'arrive pas à passer le cut parce que la NBA a changé, parce que ça demandait de plus, mais qui était un joueur à l'ancienne. Et encore avant, tu avais, Michael Carter Williams qui était Ouais. Rookie of the Year. Mmh. Que Bon, tout le monde écoute, se moque de Michael Carter Williams. ouais, pas mal de choses à faire, à l'intersaison, sur Ouais. Philly. On aura l'occasion d'en reparler. Je te propose de basculer à l'Ouest? Allez, Allez, on va aller parler de choses sérieuses. On va aller parler d'Oklahoma contre nos amis les Lakers. Donc bon, comme on l'a laissé entendre tout à l'heure, ça a été aussi un sweep côté Los Angeles. Bon, ouais, j'ai un là, c'est c'était prévu, ouais. ouais, c'était un peu chronique d'une mort annoncée. On l'avait dit dans les previews, on voyait mal comment, les Lakers, avec l'effectif qu'ils avaient, avec le fait que Doncic ne soit pas là, comment les Lakers pouvaient un peu résister. Bon, il y a pas vraiment eu de match sur cette série-là. Le Thunder a été devant. Bon, les fans des Lakers nous diront que sur le match 4, il y a eu peut-être un tout petit peu plus d'enjeu sur le match 4. Moi, ma pensée profonde, c'est que
Et quand tu mènes 3-0 et que tu sais que tu joues ces Lakers-là, ton niveau de motivation, il baisse un tout petit peu. T'en mets un tout petit peu moins peut-être sur le match 4. Mais bon, quand il a fallu le gagner, ils l'ont gagné. Ils ont une profondeur de banc qui est assez exceptionnelle. Bon, voilà, Ouais, tu as, t'as Jan Williams qui est pas là. Ils te sortent Jay Mitchell. Le mec, il met 28 points dans le game 4. Tu sens que les joueurs rentrent, ils savent aussi ce qu'ils ont à faire. La structure de jeu est en place. Est-ce que finalement, ce Thunder-là ne serait pas encore plus fort que l'année dernière? oui, mais genre le truc c'est que, alors on en a parlé en off, moi il y a une chose, c'est que, ils ont fait un premier tour où ils mettent un sweep, où ils sont, 2 classes au-dessus. Là, pareil sur les Lakers qui sont moins armés que ce qu'ils, devraient être, puisque, Luka pas là, Austin Reeves, sur une jambe, ça te plombe quand même, un effectif quoi, donc heu, oui, oui, ils sont peut-être plus forts, mais je sais pas s'ils sont si plus forts que ça que l'an passé. Est-ce que, l'adversité n'a pas été beaucoup plus facile que l'an passé aussi? Donc tu vois, j'attends vraiment de voir. Alors, où est-ce que, ils tuent entre guillemets, l'adversité parce qu'ils sont trop forts? Ou est-ce que c'est l'adversité qui part déjà battue face à eux, quoi? Mmh. Il y a je Ah, pense que la vérité est un peu entre les 2. ouais, J'attends qu'ils passent au vrai révélateur et le tour suivant, on va voir. ouais. Après, si on reste encore, allez, 2-3 minutes sur OKC avant d'aller, parler un peu parler des Lakers. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont un niveau plancher qui est plus haut que l'année dernière. C'est-à-dire que je sais pas s'ils sont plus forts intrinsèquement, mais je trouve que leur plancher est plus haut que l'année dernière et que l'année dernière, si on se rappelle bien, les premières séries, ça a été compliqué, hein. Genre, ça a été du match 7 sur les de mémoire, les 2 premiers tours de play-off. Ils avaient pas, pour moi, ils avaient pas ce niveau de plancher qui fait que, de toute façon, ils sont sûrs de leur défense et que leur défense, elle l'a prouvé, et on l'a souvent dit et peut-être même un peu trop dit que la défense te faisait gagner des titres, mais bon, sans une bonne défense en tout cas, c'est compliqué d'y arriver. Moi, je trouve que leur défense est un peu meilleure. Je trouve que le jeu des deux intérieurs, parce qu'ils ont eu plus de temps pour jouer ensemble cette année qu'ils n'ont eu l'année dernière, ils sont beaucoup plus Oui, complémentaires. Je trouve que Chet a trouvé sa vraie place dans l'effectif qu'il n'avait pas forcément l'année dernière et c'était plus compliqué pour Chet l'année dernière. Je trouve que cette année, il joue juste, il joue à la bonne place et il a compris comment jouer avec Hartenstein et oui, que rien que ça, pour moi, tu vois, ça les met un tout petit peu plus haut que les dernières parce que les lignes arrières, restent les lignes arrières, d'OKC, on les connaît. Ils sont forts, ils savent aller chercher des fautes, ils savent avoir les coups de sifflet qu'il faut, mais aussi parce qu'ils sont agressifs envers le panier. Donc, sur cette partie-là, je suis pas sûr qu'ils soient bien meilleurs, mais je trouve que leur secteur intérieur, en tout cas, est mieux articulé que l'année dernière. hem, oui, alors, on savait que Isaiah Hartenstein, pardon, est un excellent passeur. En fait et maintenant effectivement, il se trouve mieux et la relation, poste haut, poste bas, poste bas, poste haut est beaucoup plus, fluide. Je suis d'accord avec toi. Après, sur le plancher, je suis assez mitigé, mais je pense que ce qui fait la différence, c'est la confiance du champion Aussi, ça joue, tu raison. et maintenant ils connaissent le chemin, ils savent comment faire. Ils ont été en contrôle toute la saison. Mais quand je te dis en contrôle, c'est en contrôle, hein. C'est-à-dire que quand il a fallu accélérer, ils ont été capables d'accélérer. Quand il a fallu, entre guillemets, baisser un peu de pied, mais enfin c'est OKC quoi, tu vois? Parce que ils ont une structure de jeu, ils ont une académie où tout le monde connaît son rôle et celui qui rentre, va rentrer dans le rôle qui lui est demandé, même si c'est pas son poste, tu vois?
Et c'est ça qui fait pour moi un peu la différence. C'est-à-dire que les postes 3 peuvent se décaler en 4 assez facilement et rentrer vraiment dans le jeu, tout ça. Donc moi, je pense que c'est surtout l'académie de jeu, la façon où, ce qui est le plus dur pour moi, pour un coach à ce niveau-là, c'est d'instaurer une hiérarchie et que les joueurs qui, rentrent ne veulent pas briller au détriment des autres. Mmh. Ouais, heu, Ouais, ouais. j'ai écouté un podcast qui parlait de handball. Claude Onesta, il préférait ne pas prendre des joueurs qui étaient bons plutôt que, des joueurs qui, quand ils rentrent 10 minutes, donnent ce qu'ils savent faire, mais qui veulent pas essayer de bouffer la place des autres. Ouais. Tu dois rentrer dans le cadre. Et ben, c'est exactement ça pour moi au OKC. C'est-à-dire que les gars, quand ils rentrent sur le terrain, ils font leur boulot et ben, OK, tout le monde sait que tu es en NBA, ça veut dire que tu peux scorer 40 points tous les soirs sur n'importe qui. OK, mais c'est pas ce qu'on te demande. Et Marc Daigneault a su imposer ça et ça vient aussi d'une chose, c'est que tout le monde se range derrière SGA qui arrive et qui dit: «Voilà, maintenant les gars, c'est derrière moi. Vous faites ce qu'on vous demande et voilà». Et c'est bien appliqué et le plan est exécuté à la perfection. Pour moi, c'est plus ça qui est important. Bah, écoute, merci pour la passe D parce que justement, je voulais te poser une question. Moi, quand j'ai regardé la série, Ouais, j'ai pas réussi à me dire: «Est-ce que SGA, il est en train de se préserver encore un peu et qui joue à 80-85 de son potentiel?» ou 2e hypothèse, bah, il est pas si rayonnant que ça sur ses playoffs et que c'est une petite source d'inquiétude pour OKC ou 3e hypothèse et ça va nous permettre de faire la transition derrière, c'est est-ce que finalement c'est JJ Redick qui a mis en place une défense qui a vraiment réussi à gêner, SGA? moi je pense que c'est effectivement, c'est plus, la défense de créer, contre lui et mais malheureusement qui a libéré d'autres joueurs. On parlait de Mitchell, hein, notre Belge passé par Nanterre. Heu, Moi, c'est plus ça, en fait et panique pas le gars. Même s'il baisse ses pourcentages, ça panique pas, ça fait jouer les autres et voilà. Donc moi, je pense que c'est plutôt la défense, et que, il des fois, bah, tu as une défense qui est vraiment trop forte et qui te fait baisser de niveau, ouais. Mmh. Si on parle un peu des Lakers maintenant, je vais essayer Ouais. de sortir quelques points positifs et tu me dis ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi ou pas. Moi, je il y a beaucoup de Heu, points positifs, moi, pour les Lakers. ouais, moi la première chose, c'est que je pense qu'ils ont trouvé un vrai coach, et que JJ Redick a prouvé, pendant la saison régulière et pendant les playoffs, qu'il avait tout à fait l'étoffe pour être le coach des Lakers. Ce qui est pas simple, hein, le costume, il est large, il est grand, hein. On sait qu'il y a quelques grands noms qui sont passés sur le banc. On sait que ces dernières années, ça avait été compliqué au coaching. Je trouve que dans sa gestion des stars, parce que Dieu sait s'il y a des stars à Los Angeles, mais au-delà de ça, dans son coaching, dans sa façon d'appréhender les matchs, dans le basket qu'il a proposé, genre, il fait une série très, très propre contre Houston avec des vrais choix défensifs, avec des vraies options, notamment sur, les joueurs sur lesquels il a autorisé les shoots et à Houston, il y a quelques-uns, on peut les laisser shooter tranquillement, hein. Ouais. Bon, mais en tout cas, il a pris des vraies options défensives, il a complètement changé le jeu de son équipe entre le moment où Luka était là et à partir du moment où Luka a été blessé, on a vu vraiment le jeu des Lakers repasser sur LeBron avec une vraie adaptation et avec des consignes claires et le reste parce que oui, LeBron est un grand joueur, oui, il est capable de jouer à plusieurs positions, mais c'est aussi le coach qui doit permettre aux autres de comprendre comment on joue avec LeBron et je pense que, en tout cas, quand c'est LeBron qui a la balle en main et je trouve que ça, il a fait un super boulot là-dessus. Donc, moi, c'est le premier point que je voulais mettre en avant, c'est de se dire les Lakers, ils ont trouvé un coach, et que, JJ Redick nous a, bah, je vais pas dire bluffé, mais en tout cas, a confirmé qu'il avait vraiment l'étoffe d'un coach NBA. Hem, ouais, je suis assez d'accord. Après, ça demande confirmation. Il a réussi à trouver des ajustements. En fait, Ouais.
avec le peu qu'il avait. Effectivement, tu l'as dit, hein, le costume le head coach des Lakers, c'est quelque chose. Beaucoup sont brûlés les ailes sur ce banc, et ça va continuer. Euh, je Maintenant, on va lui demander quelque chose d'autre. On va lui demander de construire un effectif. Et alors, je sais pas s'il était dans la discussion pour l'arrivée de Luka Doncic, mais maintenant il a Luka Doncic, il va falloir le coacher, et j'attends de voir ce que ça va donner avec lui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de il va y avoir des vraies questions sur l'effectif parce que LeBron, Alors quoi ça, de oui, alors c'était ma question d'après. J'ai une question que j'ai voilà, et tout le monde veut avoir l'avis de Yaya sur, LeBron James. Est-ce que on a vu le dernier match de LeBron James, d'abord sous le maillot des Lakers et est-ce ouais. qu'éventuellement on a vu le dernier match de LeBron James en NBA cette année? Aux Lakers, je sais pas du tout. Alors, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'il va demander comme contrat? S'il demande un contrat aux alentours des 50 patates, je vais être clair, merci, va aux Clippers, tu vois? Après, ça dépend. Est-ce qu'il veut jouer, pour jouer? Il peut. Après, avec un minimum vétéran, accepte. Tu as gagné des millions et des millions, tu plus besoin de ça, en fait. Maintenant, tu veux assurer ta greatness parce que il parle que de ça, sa greatness. Voilà. Bon, moi, clairement, s'il fait une saison de plus, je le vois effectivement plutôt en dehors des Lakers que aux Lakers, même s'il a toute sa famille, tous ses trucs là-bas. Euh, voilà. Après, est-ce qu'on a envie de voir une saison de plus? Je suis pas sûr. Faire une tournée d'adieu dans un des maillots qu'il a porté ou pour faire quoi en fait? Alors où il dit moi je vais faire une dernière saison pour faire pas aux Lakers. Et les Lakers, tu vois, est-ce qu'il sera reconnu comme un Laker? Je suis pas sûr. Même s'il a passé beaucoup de saisons, il a beaucoup de C'est la franchise où il a passé le plus de saisons, hein. ouais, mais je suis pas sûr que sa greatness, comme disent les Américains, est du côté de Los Angeles. Là aujourd'hui, il y a si on écoute un peu les insiders, américains, il y a 3 s'il ne reste pas à Los Angeles, il y a 3 Ouais, destinations qui voilà, qui se dessinent. ouais, La première et tu en as un tout petit peu parlé, il retourne à Cleveland et à Cleveland, bah, il va faire sa tournée d'adieu dans sa ville, là où il a gagné un titre et il prend un minimum vétéran parce que de toute façon avec le salary cap de Cleveland, ils peuvent pas lui proposer autre chose. ouais, Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, retour à Miami, pour un dernier round, avec Pat Riley et il retourne, là où il a gagné des titres avec Coach Spo. et ouais, avec Spoelstra et voilà et il y a une troisième possibilité qui est en train depuis des annonces de la re-signature de Steve Kerr et la prolongation de Steph Curry, c'est, LeBron qui irait jouer avec Steph pour, une dernière danse, ensemble, à Golden State. T'en penses quoi toi de ces 3 possibilités? Et si toi, tu devais choisir, LeBron, tu l'enverrais où? À la retraite. Bon, d'accord. OK. Voilà. Mais à part allez, on fait un peu de fiction. Tu es un des GM, tu qui dit? Si tu dois faire une tournée d'adieu, mais en fait, le problème, c'est que qui va être assez bête pour prendre LeBron pour flinguer une saison pour faire sa tournée d'adieu, quoi? Mais en fait, je comprends le truc, mais faire une tournée d'adieu dans une nouvelle équipe,
je vois pas. En fait, je vois pas l'intérêt, quoi. Tu vois, Alors moi, je pense pas tu que c'est une vois. tournée d'adieu, hein. Je pense que s'il va dans une franchise, pour moi, LeBron, s'il re-signe là, il re-signe sur un contrat de 2 ans, et il fait 2 saisons, il fait encore 2 saisons. Je le vois pas du tout re-signer juste pour faire un dernier tour. Il est trop compétiteur pour ça et pour moi, s'il retourne Ouais, quelque mais part et s'il accepte d'aller sur un contrat sur un minimum vétéran, ah bah, c'est parce que c'est parce qu'il se dit qu'il a u une petite chance de faire une saison sympa et qu'éventuellement, s'il va à Cleveland, c'est pour essayer d'aller chercher un titre supplémentaire et je suis waouh. pas persuadé. Bah, oui, regarde Tu vois. Cleveland où ils sont aujourd'hui. Bah, tu te dis que bon, j'ai avec un ou 2 ajustements près, tu fais rentrer les Browns dedans, bah, ils peuvent peut-être aller encore un peu plus loin que là où ils sont aujourd'hui. Puis, alors moi, tu vois, de toutes les destinations, il y en a pas beaucoup qui peuvent aller chercher un titre, hein. Moi, je les vois, toutes là, je les vois très, très loin d'OKC. Tu vois, tu m'aurais dit: «Ouais, il va au minimum pour jouer avec Wemby», par exemple. Même s'ils ont pas besoin, hein, San Antonio. Ouais, OK, parce que mais encore une fois, s'il va par exemple à San Francisco, à Golden State, pardon, mais tu vas encore une fois aller chercher un tu vas aller te mettre avec une équipe qui t'a battu, je sais pas combien de fois et après tous les LeBron, lovers ont été, crachés sur KD quand il y a été, tu vois? Mmh. Je vois pas l'intérêt. Il est où l'intérêt, en fait? Après moi je comprends, mais tu vois? Mais il est pas compétiteur puisqu'il fait venir à lui, les meilleurs joueurs pour essayer de gagner et il gagne pas. Donc enfin, hem, là, tu Bon, vois, effectivement, Cleveland, ça a du sens, mais le problème, c'est que tu leur prends une année, quoi et je suis pas sûr qu'ils puissent se permettre dans leur timeline, parce qu'il faut aussi le mettre dans la timeline, de prendre une année. Tu vois? Moi, je vois plus Giannis Antetokounmpo aller à Golden State que LeBron ou alors il faut, Giannis, LeBron et Steph, mais alors je t'explique pas, c'est les Golden State EHPAD, quoi. Ah écoute, on va finir pour LeBron sur cette petite punchline. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais Ouais, des points positifs à mettre, en avant pour les Lakers. On a parlé du coach, bon, on a ouais. parlé de LeBron, assez longuement. Qu'est-ce que tu voulais mettre en avant toi sur les Lakers, sur les points positifs? Beh, moi je trouve que, ils ont fait une bonne saison, et je trouve qu'ils ont trouvé, comment jouer avec Luka. Alors s'il se fait pas les ischios, je pense que la saison n'est pas du tout la même et il se fait les ischios à la plus mauvaise partie de la saison. Hem, je pense qu'ils ont retrouvé une dynamique pour aller vers quelque chose. Alors le problème, c'est qu'ils se sont fait doubler sur la dynamique par San Antonio, mais ils vont, ils sont dans la bonne mouvance. Donc moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs. Ils ont un casting, de role players qui sont là. Ils vont récupérer, du cap space et on sait Ouais. le pouvoir d'attractivité des Lakers. C'est un des maillots les plus emblématiques de la ligue. Tu as envie d'aller là-bas, tout joueur a envie de jouer, sous ce maillot. Donc moi je vois bien, je les vois bien remonter une équipe très compétitive dès l'an prochain et surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir, jouer avec Luka parce qu'ils savent, même si c'est une tête de l'art qui prend technique sur technique, c'est un joueur qui lui a la gagne, a envie d'y aller. Donc Mais on est d'accord que ça, ce n'est possible que et ça reboucle avec ce qu'on a dit avant. Ce n'est possible que si LeBron accepte un contrat avec parce que, ouais. sinon avec le prix où ils payent LeBron, ils ont aucune possibilité de faire venir personne. Ah bah non, mais il pr mais non, mais en fait déjà le verre est dans le fruit avec ce contrat, en fait. Ouais Ils et sont bloqués. Austin Reeves, tu le signes au max? Oh là, surtout pas, surtout pas, surtout pas.
Et tu crois pas contractuels et tu crois pas qu'il y a des franchises qui vont lui proposer, pas mal d'argent à Steen Reeves? eh beh, grand bien leur face. Allez, Chandler Parsons, allez, même chose. Et hop, non, 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 au bout d'un moment, faut arrêter. C'est un bon joueur parce qu'il y a des joueurs autour, mais c'est une option 2,5, mais grand max. Non, 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 non. Tu peux pas construire une franchise et tu vas pas lui donner un max alors que c'est pas un franchise player. Ton franchise player, tu l'as. C'est Luka Doncic et tu vas pas te mettre un boulet au pied, un deuxième il va vouloir un contrat sur 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, t'es loqué à non, 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 faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Non, non, non. Moi, OK, bon. je vois en fait, c'est un très bon joueur, mais tu vois, c'est la pire des situations pour une franchise. Parce que tu vas le faire partir pour en fait, il va partir pour rien, mais si tu le re-signes, tu te mets un boulet au pied. Donc en fait, fallait le faire bouger avant. Ouais. OK, bah, écoute, je pense qu'on a été complet sur les Lakers. Ouais, En tout cas, là, maintenant, je te propose bah, comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. Sachant qu'on va pas parler, dans ce podcast de la demi-finale de conférence qui n'est pas encore terminée entre Détroit quand et on Cleveland, puisque enregistre, quand on en mais vous exactement, aurez parce le que justement, résultat. voilà, quand on enregistre, le match ne parce que là, nous, quand on enregistre, il est dimanche et vous aurez le pod de lundi matin et donc cette nuit, il y a le match 7. Ouais. Heu, juste allez, juste rapidement, on parle pas de la série, on fait juste un petit pronostic, sur le match 7. De ton côté, tu vois quoi? Plus Cleveland ou plus Détroit? J'ai vu passer des bandes annonces avec le Cleveland qui est, Cleveland. Donc non mais c'est vrai, en ESPN a sorti des annonces, des bandes annonces avec Cleveland qui passaient. Est-ce que c'est prémonitoire ou pas? Je sais pas. Hem, ah, un Détroit New York quand même, ça me rappellera mes jeunes années. Ouais, alors, et moi, je suis assez partagé. Je pense que Cleveland est capable de le prendre, mais j'aimerais que Détroit, prenne le match 7. Ça va être leur je crois leur 5e match avec ce qu'on appelle le couteau sous la gorge, c'est-à-dire win or go home. Bah, je dirais, ils ont une certaine habitude maintenant de ça dans les playoffs. Ils sont quand même allés en chercher 5 comme ça, donc enfin en tout cas 4. Écoute, moi je leur souhaite à Détroit, avec le public, de prendre celui-là et je suis d'accord avec toi. Je suis un peu plus hypé par une finale de conférence, New York-Détroit. Ça nous rappellera à nous les un peu plus anciens des bons souvenirs donc je te rejoins là-dessus. Et une des plus belles Heu, équipes que j'ai vues, où je regardais toutes les finales, je me levais, c'était les Détroit 2004, quand ils vont chercher le titre contre les Lakers, avec, un de mes joueurs préférés all time, Rachid Wallace, enfin voilà ouais, quoi. la une c'est vrai que c'était une époque, alors c'était pas le même basket que maintenant, hein. Si nos Ah bah auditeurs, nos ça auditrices vont voir ça, ces matchs-là, parce qu'il y en a pas mal qui sont sur YouTube. Voilà, mouillez-vous la nuque quand même parce que c'était pas exactement le même basket ce qu'on peut voir en ce score moment. final 88-90. Oh bon, bah d'accord. Exactement et voilà et on se plaint aujourd'hui que ça joue un peu physique. Allez voir, les grandes séries de Détroit, celle-là, mais aussi la série des Bad Boys et vous verrez ce que c'était à l'époque du basket physique et comment ça jouait. C'était vraiment une autre époque et une autre façon de jouer au basket. Heu, Ouais. on bascule sur bon, ce que je disais qui pour moi a été la série la plus intéressante. Aussi parce qu'on va être honnête, hein, on a notre Français, Victor Wembanyama qui est, d'un côté et notre autre Français Rudy Gobert, de l'autre côté. Donc, on avait hâte de voir cette série entre San Antonio et Minnesota. On n'a pas été déçus. Il y a la série, avant que je donne le score, juste ton impression comme ça sur le niveau de la série? Inégal. Je trouve il y a eu un peu de tout dans cette série. Hem, j'aurais dit que, quand même San Antonio était au-dessus. Ils perdent un match parce que Victor se fait expulser, mais après sur le reste, beaucoup d'intensité et très old school et viril, viril. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était ça. Mais je trouve enfin,
c'est une série chouette à regarder avec des vrais joueurs comme on aime, quoi. Ouais. Parce que si on reprend un peu le déroulé, bah, les Wolves vont chercher le match 1 à San Antonio, Ouais. 104-102, avec le fameux match où Victor fait 12 contre, qui est un record. Le match 2, il y a pas de match. San Antonio, voilà, met, quasiment 30 points, presque même 40, aux Wolves. Il y a pas grand chose à dire. Ils se sont promenés. Victor est à 19 points, 15 rebonds. Bon, un match, voilà, sur lequel il n'y a pas eu d'intensité et de suspense. Ouais. Sur le match 3, qui à mon avis, pour moi, on le dit souvent, hein, le match 3, c'est le match bascule. Mais le match 3, bah, les Spurs vont le chercher, à Minnesota et reprennent l'avantage du terrain. Et là, on a senti quand même que la série, basculait un tout petit peu. Castle est en feu, il met 33 points. Bon, là, on a senti quand même qu'il y avait, voilà, et quand on a vu ça, on se disait: «Ah, quand même, ils sont légèrement supérieurs». Ils ont un niveau de jeu qui est assez incroyable, les Spurs, et ça va être plus compliqué pour Minnesota. Après, il y a le match 4, qui est le match où Victor se fait expulser, Ouais. pour un coup de coude. Alors honnêtement, le geste, il est vraiment pas beau. Voilà, c'est un geste à bannir de tous les parquets, quels qu'ils soient, NBA ou autres. Après, c'est pas pour lui trouver d'excuses, mais il se fait tellement massacrer à l'intérieur et les arbitres sont tellement Ju permissifs que, Juste avant, il y a un mec, je sais plus quel joueur qui lui soulève la jambe, quoi. ouais, et pendant que Gobert lui tient le bras. Donc Ouais. voilà. Oui, donc bon, ça a au moins eu un avantage, c'est que, ça, moi je trouve, modifié la façon d'arbitrer derrière, et que, les arbitres ont été un peu plus regardants, sur ce qui se passait à l'intérieur, et je trouve qu'il a été un peu mieux sifflé, Wembanyama, sur les 2 matchs d'après. Et sur les 2 matchs d'après, bah, c'est quand même large victoire, de San Antonio sur le match 5 à la maison. Et sur le match 6, bon, le match 6, ils vont, comme on dit, ils vont avoiner Minnesota à Minnesota. Ils font un début de match, extraordinaire. Chris Finch a pris, et on y reviendra après. Chris Finch, on y reviendra après. Je me le garde pour un tout petit peu après. Oui, Mais je crois savoir de quoi tu vas parler. Ouais, mais bon, moi j'ai envie de dire quand même que, d'ailleurs, la meilleure équipe des 2 a gagné, Oui. heu et que les Spurs nous ont quand même montré dans cette série que, bah, qu'ils savaient batailler, qu'ils avaient pas peur de grand chose, et que, finalement, ils étaient là où ils devaient être, c'est-à-dire en finale de conf. Hem, Meilleure équipe des 2, c'est un peu dur, je trouve, pour Minnesota parce que Minnesota est arrivée la plus diminuée. Oui, Heu, DiVincenzo en moins, faut pas oublier qu'au tour précédent, Anthony Edwards, il a failli se faire le genou. Hem, Tout au long de la saison, ils ont bataillé, avec beaucoup d'absences. Et puis, faut pas oublier qu'ils sont sur 2 saisons où ils étaient en finale de conf. Donc, si tu veux, c'est l'accumulation des matchs. Hem, ouais, là on parle de Minnesota. Moi, je voudrais quand même plus ouais. avoir ton avis sur San Antonio, et puis on fera un petit bilan sur Minnesota, après, comme on a fait depuis le début. Mais sur San Alors, Antonio, je voulais t'entendre un peu parce que, en off, parce que, bah, nos auditeurs et les auditrices savent évidemment qu'on échange beaucoup en off. Toi, tu ouais, disais: «On n'a pas encore suffisamment d'éléments pour savoir oui. exactement le niveau de cette équipe-là». Alors oui, en fait, premier tour, contre Portland, excuse-moi, mais, je veux pas faire offense à Portland, mais ils sont là, ils étaient déjà contents d'être en play-off. Minnesota, ils sont arrivés ultra diminués. Donc, hem, moi, la vraie question que je me alors, ils valident déjà en arrivant en finale de conf leur saison à, plus de 60 victoires. Ouais. Donc pour moi, c'est déjà beaucoup. Après, est-ce que c'est une équipe contender? Vraiment contender? Je sais pas et c'est là, en fait, on va voir
si ils vont être à la bagarre avec OKC. C'est là, en fait, où on va vraiment savoir de quel bois ils se chauffent. C'est une équipe jeune qui très peu avait joué les playoffs. Harrison Barnes et De'Aaron Fox De'Aaron Fox, il avait fait qu'une seule série. Euh, c'est Perdu ça, en contre fait, les Warriors. ouais, perdu. Et moi, en fait, j'aimerais, je pense qu'on s'enflamme beaucoup sur les Spurs, surtout parce que il y a Victor, donc on veut les voir très beaux, peut-être beaucoup plus beaux que ce qu'ils sont réellement. Malgré tout, il y a des joueurs qui se révèlent. Castle, on savait, qui était Rookie of the Year l'an passé, confirme. Dylan Harper, euh, Keldon Johnson qui sort du banc, Champagny qui fait une campagne très solide. Et voilà, donc quand même cette équipe, elle a quelque chose. Je veux voir contre Casey. S'ils se prennent un sweep, ça va tout casser. Mais si ils les poussent vraiment dans les retranchements, même un 4-2 avec où ça joue vraiment sur les dernières possessions, ils auront validé quelque chose. Moi, c'est ça que j'attends de San Antonio. Ouais. Après, je comprends ce que tu dis, là où, heu, parce qu'on se dit, bah, San Antonio est en finale de conférence. Déjà en début de saison, personne n'imaginait San Antonio faire une saison régulière comme ça et San Antonio être déjà en finale de conférence. On s'était dit: «S'ils se qualifient pour les playoffs, qu'ils fassent un premier tour, ça sera déjà une bonne saison». Donc déjà, ils ont plus rien à perdre. C'est-à-dire que là où ils sont aujourd'hui, ils sont à un niveau où personne ne les attendait. Qui Complètement. et personne ne peut dire ça parce que si tu reprends les previews, qui ont été faits, que ce soit sur les chaînes américaines ou même sur les chaînes françaises, personne les imaginait là. Après, Bon, on les c'est voyait normal sixième, ouais, comment on pouvait on les voyait imaginer sixième et puis qualifiés direct pour les playoffs. C'était saison réussie. Elle est réussie. exactement. Et comment on pouvait imaginer qu'avec, un joueur qui a 3 saisons, dans la ligue, dont une quasiment, off pour blessure, un meneur de jeu qui est, à sa deuxième année, et on sait que c'est l'année la plus difficile quand tu as été, rookie. La deuxième année, on sait que c'est l'année la plus compliquée pour confirmer. Voilà, comment on pouvait imaginer que le que le, mmh, que le rookie qu'ils allaient prendre cette année. Alors après, on peut me dire ce qu'on veut, tous les autres rookies qui ont fait la course au Rookie of the Year, ils sont à la maison et Dylan Harper, lui, il prouve en play-off que, il a un niveau absolument incroyable et pour moi, c'est le meilleur rookie de l'année, parce qu'il prouve ce qu'il a fait en saison régulière, mais surtout par ce qu'il fait en play-off. Ouais. Et Fox, sur lequel on avait des doutes, sur lequel on se disait: «Est-ce que finalement c'est vraiment le meneur de jeu qu'il faut à San Antonio pour aller haut?» Bah, finalement, tu t'aperçois qu'il est hyper propre, il surjoue pas, il est bon, il perd pas de balles, je veux dire, il prend soin du ballon. D'ailleurs, San Antonio prend vachement soin du ballon. Celui qui perd le plus de balles, c'est quasiment Victor. Sinon, sur les Ouais. lignes arrières, les mecs, ils sont hyper propres. Donc, on ne pouvait pas imaginer ça. Donc, moi, j'ai envie de dire que de toute façon, quoi qu'il arrive contre Casey et même si alors non, le sweep, ça serait violent, mais même si ils perdent contre Casey, ja ils sont déjà alors, Mitch Johnson a dit: «On peut pas dire qu'on est en avance sur le programme parce qu'on n'avait pas de programme», mais quand même, ce qu'ils font, c'est absolument extraordinaire et l'impression que j'ai, c'est que plus l'adversité est forte, meilleurs ils sont. C'est-à-dire que, je les ai trouvés meilleurs contre alors oui, tu me dis Minnesota, ils sont diminués. OK, ils avaient pas DiVincenzo. Après, jusqu'à présent, tu prends les 100 meilleurs joueurs NBA, DiVincenzo, il est pas dedans, hein. Donc, OK, c'était un joueur Non, qui mais manquait. C'est un joueur qui manquait dans la rotation, je suis d'accord. Après, Edwards, il l'a dit lui-même, il dit quand ils lui ont demandé si physiquement, il a dit: «Le 1er match où je suis revenu a été j'avais un peu d'appréhension, mais après j'ai vu que mon genou tenait et j'ai joué au niveau que je devais jouer. Après, il y a peut-être un peu de com, un peu de marketing derrière, mais on peut pas dire non plus qu'ils ont joué contre une ambulance, hein. Je veux dire, ils avaient, tout leur backcourt était là, ils avaient du monde en face et ils ont quand même
ils ont quand même performé, je trouve. Ils ont monté leur niveau de jeu. Donc, est-ce qu'ils vont encore monter leur niveau de jeu contre Casey? Pour moi, c'est ça la seule incertitude. OKC, il aura plutôt bien réussi en saison régulière. Ouais, ils ont un bilan de 4-1 contre Casey. Ouais, et avec, notamment une, victoire en NBA Cup. Ouais, et puis un match à OKC passé à la télé nationale américaine où, tout le monde était en train de regarder justement ce match-là où il y avait de la pression et ils ont bien résisté à la pression donc voilà Et puis il y et a la rivalité depuis, tout gamin, Chet, Wemby, hein. exactement, exactement. On a un peu parlé de Minnesota. Je veux bien t'entendre encore un peu sur Minnesota. Moi, je vais te donner un tout petit peu mon avis par rapport à ça et tu me diras toi ce que tu en penses. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, j'ai trouvé que Minnesota a plutôt essayé de faire déjouer les Spurs plutôt que d'essayer de s'appuyer sur ses forces et que notamment après le match où San Antonio, le match 3 où San Antonio est allé gagner à Minnesota, les adaptations de Chris Finch, honnêtement, je comprends pas. Quand est-ce qu'à un moment sur un match, comme sur le match 6 par exemple, tu décides que Rudy Gobert va défendre sur Stephen Castle? Alors bon, je suis pas coach NBA, hein, donc je certainement qu'il en sait beaucoup plus que moi sur le basket, mais j'avoue que je suis un peu étonné par ce type de décision, surtout que tu dis tu fais défendre McDaniels sur Wemby. Randle, il va défendre sur, Champagny. Enfin, c'est quoi ce plan de défense de Minnesota? Ils se sont fait défoncer, c'est par les lignes extérieures des Spurs et Castle, mais il s'est amusé avec Rudy Gobert. Il l'a mais c'en était quelquefois même gênant tellement, Rudy et c'est normal. Comment on peut imaginer que Rudy peut défendre sur Castle? Alors, moi je pense que c'était le plan, c'était pas forcément l'objectif, c'était pas forcément Rudy sur Castle, c'était l'objectif, McDaniels sur Wemby. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, le seul moyen de limiter, Victor, c'est mettre plus petit, plus fort au Oui, sol et de le cogner. Donc ils ont pris, le tête brûlée, heu, des ailiers et voilà. Et sauf qu'au bout d'un moment, beh, ou alors c'était, Randle sur Castle, mais Castle, il en aurait fait du petit bois pareil, en fait. Donc le truc, c'est qu'il a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, loin de là, mais il a vou en fait, son plan, c'était pas Rudy sur Cassel, c'était juste, bah, il reste plus que lui et bah, défonce sur lui, quoi. ouais, non, là, je trouve ça un peu réducteur. Tu peux très bien, faire défendre McDaniels sur Victor. Après, sur le 2e meilleur joueur de la série, c'est Castle. Tu mets Edwards dessus. Edwards, il est réputé comme étant un super défenseur. Tu vas quand même plus le gêner. Mais là, et puis surtout, à un moment, quand tu vois que tu prends autant l'eau au début de match, adapte-toi, Oui. change. Enfin, je Ah mais là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, faut changer. Mais après, est-ce qu'il avait pas hissé le drapeau blanc, dès le match 4? ouais, peut-être, peut-être. Moi, je pense que en fait, il a vu que son effectif était au bout du rouleau. Heu, Minnesota, c'est une équipe. Alors, moi, ça fait 3 saisons que je suis à fond derrière eux parce que je trouve que Anthony Edwards, c'est vraiment le gars que dans ton équipe, tu l'adores. C'est un chien de la casse. C'est-à-dire Mmh. que il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Hem, Après, il peut dire tout ce qu'il veut. Au il était au bout du rouleau et les autres, pareil, pareil. Le seul qui était pas au bout du rouleau, c'était Rudy. Mmh. C'est pour ça que c'est le meilleur joueur de Minnesota, c'est parce que lui, il a su gérer la saison, il a pas eu de pépins. Il a pas fait plus que ce qu'il devait et voilà. Et les autres, ils étaient surutilisés par rapport à ce qu'ils étaient et ça arrive ce qui doit arriver. Il y a un
je me pose beaucoup de questions pour Minnesota sur la suite, en fait. Mmh. Je pense que, le C'est duo là-dessus que j'allais te lancer un peu. ouais, On je l'ai fait quoi senti. on fait quoi à Minnesota? Je pense que, Randle a beaucoup déçu et que, l'ère Randle, est un peu terminée et puis on va voir ce qu'on peut récupérer, de lui, Mmh. avec lui. Parce qu'il va falloir faire revenir, sur les lignes arrières. Tu sais que tu as McDaniels, Reed, Rudy, ça te permet de voyager Tu quand même. bien? Tu bien? Ouais, heu, derrière, tu as que Randle sur les lignes arrières, en fait. Les autres, excuse-moi, mais c'est la Que casse-pattes en Edwards, Patapana. tu veux dire? Que Edwards, Ouais, que Edwards, tu veux ouais, dire? pardon, que Edwards. Tu Ouais. as que Edwards, pardon, excusez-moi. Mmh. Heu, Oui, parce que de toute il façon, va Di fa Vincenzo, tu l'as pas l'année prochaine, de toute ah façon. non, 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 non et puis tu vois, tu parlais de Vincenzo, mais en fait, ce qui manquait, c'est que, lui, si tu le laisses une microseconde, il te met un 3 points. Donc Ouais, en fait, tu vois, ça a fermé beaucoup de choses pour Edwards et c'est sur les lignes arrières qu'ils se font battre et pourtant c'est bien pas sûr. et c'est pas forcément la plus grosse, force si on peut dire de San Antonio, tu vois? Ah, Et alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que toi, je me disais qu'aujourd'hui, est-ce que entre Fox, Castle et Harper, tu as pas, le meilleur backcourt de la ligue actuellement? oui, mais, est-ce qu'ils font les mêmes matchs si tu as pas Wemby Ah bah, on qui est d'accord. t'attire? Bien sûr, qui t'ouvre des lignes. Eh! Eh beh, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, Fox, il se débrouillera, mais les 1, je suis pas sûr. Mmh. Tu vois? Bon, Donc moi, il y a ce côté-là. Enfin bon. Ouais, bon, écoute, je pense qu'on a été complet sur les demi-finales de conf. Ce qu'on peut dire à nos auditeurs et nos auditrices, c'est que on va retourner un pod assez rapidement, ouais, qui va venir, presque derrière celui-là sur les finales de conférence et puis, nos previews sur les finales de conférence. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur, les affrontements entre les 4 équipes quand on saura qui à l'Est va venir défier, New York. ouais, Donc voilà, moi, Yaya, j'ai envie de te dire d'abord merci pour ce moment tous les 2. C'était la première fois qu'on était tous les 2 en tête à tête et exactement. c'était très agréable. Dire à nos auditeurs et nos auditrices que, bah, ils qu'ils hésitent pas à faire passer le message, et à relayer, auprès de leurs amis, qui aiment le Et basket. et de mettre des 5 étoiles sur les applis de podcast, parce que ça nous aide Exactement. beaucoup à être mieux référencés. Et être plus visible. Donc, n'hésitez pas, si, ce qu'on vous propose vous plaît, de nous faire un peu de pub, de nous aider à animer et à continuer à nous envoyer de la force pour, continuer à animer ça. Et moi, je vous dis de toute façon, on se revoit et on se réentend pour ces previews des finales de conf. Et puis, rendez-vous aussi, jeudi pour les fans de WNBA, puisque nous, on tournera certainement mercredi. Vous aurez le podcast jeudi sur, la première semaine de WNBA qui est absolument incroyable avec nos Françaises qui brillent de partout. Donc si vous aimez aussi le basket féminin, on vous donne rendez-vous jeudi pour le podcast, WNBA. Eh beh, ça marche. Allez, à très vite alors. À très vite, Ciao. salut Yaya, ciao.